Nous savions que le monde ne serait plus le même. Je me souviens d'une phrase d'un texte hindou qui disait « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Je suppose que nous avons tous pensé cela, d'une manière ou d'une autre. La Commission de l'énergie atomique des États-Unis nous a mandaté, Thomas R. Morgan, Ward V. Evans et moi-même, pour examiner si le brevet de sécurité du professeur Robert Oppenheimer peut être renouvelé. Les porte-paroles de la Commission de l'énergie atomique sont Roger Robb et Sia Rollander. Le professeur Oppenheimer sera entendu comme témoin dans sa propre cause. Les avocats du professeur Oppenheimer sont Lloyd N. Garrison et Heber Mark. Je tiens à déclarer qu'il ne s'agit pas ici d'un procès, mais d'une enquête administrative, laquelle exige le secret le plus absolu. Puis-je me permettre une question, Monsieur le Président ? L'un de vous a-t-il vu, hier soir, le sénateur McCarthy à la télévision ? Personnellement, je ne l'ai pas vu. Vous, Monsieur Morgan ? McCarthy ? Non. Je l'ai entendu à la radio. Je dois avouer que j'ai été assez surpris par ses déclarations. J'ai pensé tout de suite à Oppenheimer. Et vous, Monsieur Robb, avez-vous entendu cette émission ? Non. Mais si le sénateur McCarthy a voulu faire allusion à nos travaux, c'est qu'il a des dons de visionnaire. Le sénateur était interviewé par Fulton Lewis Jr. Vous avez plaidé dans plusieurs procès pour ce Fulton, n'est-ce pas ? Monsieur Oppenheimer, vous êtes-vous senti visé personnellement par l'interview du sénateur McCarthy ? Dans le quart d'heure qui a suivi l'interview, j'ai reçu 4 ou 5 coups de téléphone. Einstein, notamment. Il m'a dit « Mon cher, si j'avais su plus tôt, je me serais fait plombier. Je n'aurais aujourd'hui de compte à rendre à personne. » Monsieur le Président, l'interview du sénateur McCarthy m'oblige à faire des réserves sur le caractère confidentiel de l'enquête. Nous ferons ce qui est possible. Monsieur Oppenheimer, la procédure m'oblige à vous demander si vous avez une objection contre l'un des membres de cette commission. Non. Tout au plus, ferai-je une réserve d'ordre général. Laquelle ? Les problèmes qui se posent aux physiciens de ce temps sont très complexes. J'aurais aimé trouver dans cette commission des hommes de science ayant l'expérience de ces problèmes. Je crois que seul le professeur Evans poursuit une carrière scientifique. Cependant, j'avoue n'être qu'un profane en physique nucléaire. Heureusement pour moi, d'ailleurs. Vous savez sans doute, Monsieur Oppenheimer, que nous n'avons pas demandé à siéger dans cette commission. Nous avons été désignés. Sans cela, je ne serais pas ici, croyez-moi. Moi non plus, Monsieur Evans. Je demande que la profession de chacun des membres de la commission soit consignée au procès-verbal. Si vous y tenez, Ward V. Evans, Professeur de chimie à Chicago. Thomas R. Morgan, Directeur général de la Sperry Gyroscope Company. Équipement atomique. Un des requins de la grosse industrie. Gordon Gray, propriétaire de journaux et de plusieurs stations de radio, ancien secrétaire d'État au ministère de la Guerre. Désirez-vous également connaître le montant de nos revenus, Monsieur Marx ? Je suppose que vous ne tenez pas spécialement à nous les communiquer, Monsieur Morgan. Voulez-vous témoigner sous serment, Monsieur Oppenheimer ? Oui, Il n'y a pas d'obligation. je le sais. Julius Robert Oppenheimer, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ? Ainsi Dieu vous aide. Je le jure.
L'interrogatoire peut commencer. Voulez-vous prendre place ici, Monsieur Robb? On vous appelle volontiers le père de la bombe atomique, monsieur Oppenheimer. Dans les magazines, oui. Ce n'est pas un titre qui vous tient à cœur? Non. L'enfant n'est pas très beau. Du reste, il a une centaine de pères, si on prend en considération les premiers travaux théoriques. Une centaine de pères dispersés dans de nombreux pays. Mais il a finalement vu le jour à Los Alamos, dans les laboratoires que vous avez créés et dont vous avez eu la responsabilité de 1943 à 1945. Nous reconnaissons avoir fabriqué ce jouet. Cela, vous ne pourriez le contester. Vous l'avez fabriqué en un temps record, vous l'avez expérimenté, et enfin vous l'avez lancé sur le Japon, n'est-ce pas? Non. Ah? Hiroshima était une décision politique. Je n'y suis pour rien. Mais vous avez soutenu le principe de l'utilisation de la bombe atomique dans la guerre contre le Japon, oui ou non? Qu'entendez-vous par soutenir? Vous avez aidé à choisir l'objectif, n'est-ce pas? J'ai fait mon travail. On nous avait soumis, en tant qu'experts, une liste des objectifs possibles. Lesquels? Hiroshima, Kokura, Niigata, Kyoto. En tant qu'experts, nous devions désigner parmi ces objectifs ceux qui, d'après nos données scientifiques et les résultats de nos expériences, étaient les plus indiqués. Quand vous dites « nous », monsieur Oppenheimer, de qui s'agit-il? Un conseil de physiciens désigné par le ministre de la Guerre. Mais qui? Fermi, Lawrence, Arthur H. Compton et moi-même. Et vous aviez à sélectionner les objectifs. Nous avions à fournir les données scientifiques permettant de fixer dans chaque cas les meilleurs critères de destruction. Quels étaient ces critères? L'objectif devait avoir un diamètre de 2 miles au moins, avec le plus d'habitations possible. De préférence des constructions en bois, afin que l'explosion produise un maximum d'effet et que les incendies se propagent avec le plus de rapidité possible. L'objectif devait évidemment avoir une haute valeur stratégique. L'idéal était de trouver une ville épargnée jusque-là par les bombardements. Pourquoi? Pour nous permettre de mesurer exactement la puissance de destruction d'une seule bombe atomique. Ces considérations d'ordre militaire étaient donc du ressort des physiciens? Oui, nous avions de l'expérience dans ce domaine. J'essaie de comprendre, mais tout cela est nouveau pour moi, et assez troublant. Qu'avez-vous éprouvé devant cette sorte de besogne? C'est plus tard seulement que je me suis posé des questions. Je me souviens du soulagement que j'ai ressenti quand, sur nos recommandations, le ministre de la Guerre a biffé de la liste la ville de Kyoto, célèbre pour ses temples. C'était l'objectif le plus important et le plus vulnérable. Mais nous avons si bien plaidé pour sa conservation que le ministre de la Guerre s'est incliné. Vous n'avez pas plaidé avec la même passion pour Hiroshima. Nous avons présenté toutes sortes d'arguments contre. Je vous demande si, personnellement, vous vous êtes opposé à la destruction d'Hiroshima. J'ai présenté des arguments contre. Contre le lancement de la bombe atomique? Oui, mais je n'ai pas appuyé formellement ces arguments. Ainsi, après avoir travaillé 4 ans, jour et nuit, pour produire dans le plus bref délai la bombe atomique, vous avez présenté des arguments contre son utilisation. Non. J'ai présenté au ministre de la Guerre les arguments pour et les arguments contre, et je lui ai fait part de mes scrupules. N'est-ce pas vous, monsieur Oppenheimer, qui avez déterminé en tant qu'expert l'altitude idéale à laquelle devait être amorcée la bombe atomique pour lui assurer sa plus grande puissance de destruction? Nous faisions, en hommes de science, le travail qu'on attendait de nous, sans nous prononcer sur l'opportunité d'utiliser la bombe. Vous deviez savoir, sans aucun doute, qu'une bombe larguée sur l'un des objectifs que vous aviez sélectionnés
ferait des milliers de victimes parmi les civils. Nos prévisions se sont, hélas, révélées très au-dessous de la réalité. Combien de victimes à Hiroshima? 70 000. Vous êtes-vous fait un cas de conscience de cette hécatombe? Oui. Effroyable. D'effroyables scrupules moraux après Hiroshima. Je ne connais personne qui n'eut d'effroyables scrupules moraux après Hiroshima. N'est-ce pas là une réaction de schizophrène? Quoi? D'avoir des scrupules moraux? Fabriquer la bombe, aider à sélectionner les objectifs, déterminer l'altitude idéale pour son lancement et, par la suite, se payer le luxe d'avoir des scrupules moraux. N'est-ce pas là de la schizophrénie? C'est un cas de schizophrénie que beaucoup de physiciens connaissent depuis quelques années. Comment expliquez-vous ce phénomène? Les conquêtes de la science ont été utilisées à des fins monstrueuses. L'énergie nucléaire, ce n'est pas la bombe atomique. Voulez-vous dire qu'on pourrait l'utiliser à de meilleures fins? Dans l'industrie, par exemple? Elle pourrait ouvrir une nouvelle ère d'abondance en fournissant de l'énergie à bon marché. Vous pensez qu'elle aurait pu nous donner un nouvel âge d'or, le paradis sur Terre, et autres fables? Le luxe. Pour notre malheur, on pense à toute autre chose. Qui? Les politiciens. Je crois que le monde n'est pas mûr pour les grandes découvertes. Le monde est désaxé. Et, comme le prince Hamlet, vous vous croyez appelé à rendre au monde son équilibre. Je sais que j'en suis incapable. Le monde doit trouver son équilibre par lui-même. Je suis un homme réaliste. Je ne peux pas croire qu'en fabriquant la bombe atomique, vous rêviez à quelques pays de cocagne. Vous n'avez donc pas vu dans cette arme totale le moyen de mettre fin à la guerre? Nous avons construit la bombe atomique pour empêcher qu'on l'utilise. Du moins, était-ce notre position à l'origine. Vous auriez englouti 2 milliards d'impôts dans la bombe atomique pour empêcher qu'on l'utilise? Pour empêcher qu'Hitler l'utilise. Par la suite, nous avons découvert qu'il n'existait pas de projet allemand d'armement atomique, ce qui ne nous a pas empêchés d'utiliser notre bombe. Est-il exact, monsieur Oppenheimer, quand vous a demandé un avis sur l'opportunité d'utiliser la bombe atomique contre le Japon? Sur l'opportunité, non. Mais sur la manière de lui donner le plus d'efficacité dans le cas où on l'utiliserait. Votre version est-elle tout à fait conforme, monsieur? Que voulez-vous dire? Le ministre de la Guerre ne vous a-t-il pas soumis le fameux rapport Franck rédigé par les physiciens Szilard, Franck et consorts, qui s'opposaient avec fermeté à l'utilisation de la bombe contre le Japon et suggérait une démonstration de l'engin dans un désert en présence d'une commission internationale d'experts? Nous avons en effet pris connaissance de ce texte, mais il ne nous avait pas été soumis officiellement, je crois. Que pensiez-vous de ce rapport? Que nous n'étions pas en état de trancher cette question. Les physiciens entre eux étaient divisés. Nous avons fourni des arguments contre et des arguments pour. Étiez-vous contre, monsieur Oppenheimer? Lorentz était contre. Moi-même, j'étais indécis. Nous avons fait remarquer qu'une explosion dans un désert n'était pas un spectacle susceptible de frapper les esprits. Mais si la vie de milliers d'êtres humains était mise en cause, cela pouvait faire réfléchir. Si je vous comprends bien, une démonstration dans le désert vous paraissait dénuée de sens. Vous étiez plutôt partisan d'une attaque atomique sans avertissement? Vous ne m'avez pas compris. Nous sommes des hommes de science, non des militaires, moins encore des politiciens. Il ne faut pas perdre de vue que tout cela se passait au moment des combats meurtriers d'Okinawa. La décision à prendre était terrible. Est-ce vous qui avez rédigé le rapport officiel sur la destruction d'Hiroshima?
Oui. D'après les données scientifiques fournies par Alvarez. Comme vous le savez, Alvarez était à bord de l'avion pour mesurer l'efficacité de la bombe. Le physicien Alvarez? Oui. Avec des instruments d'une très grande précision. Je lis dans votre rapport que ce fut une réussite. Techniquement, oui. Techniquement, vous êtes trop modeste, professeur. Oh, non. Ah, L'homme de science a franchi ces dernières années les limites de l'orgueil. Il a fait connaissance avec le péché. c'est de péché, précisément, que j'allais vous parler. Je doute que ce mot ait le même sens pour nous. C'est ce que nous allons tâcher d'éclaircir. Je reviens toujours à cette vieille histoire d'Hiroshima parce que je n'arrive pas à comprendre le changement qui s'est opéré en vous au cours de ces dernières années. À Los Alamos, nous voyions un homme soucieux de mener à bien une tâche considérable, avec un parfait loyalisme. Depuis qu'il est question de la bombe thermonucléaire, plus rien ne va. Deux choses qui ne sont pas à comparer, monsieur. Vraiment ? Aucune comparaison possible. Si l'on vous avait demandé un avis, auriez-vous conseillé le lancement d'une bombe à hydrogène sur la ville d'Hiroshima ? C'eût été absurde. Pourquoi ? L'objectif n'était pas assez grand. On nous répétait sans cesse que la bombe atomique était l'unique moyen de mettre fin à la guerre. Ce n'est pas de cela qu'on vous accuse, monsieur Oppenheimer. Je le sais. Lorsque vous avez pris connaissance des accusations de la Commission de l'énergie atomique, quelle a été votre réaction ? Avez-vous été surpris ? Déprimé. Qu'est-ce qui vous déprimait ? D'avoir servi loyalement le gouvernement américain pendant 12 ans pour m'entendre reprocher aujourd'hui d'anciennes relations communistes qui remontent au déluge. Un réquisitoire en 23 points qui ne contient qu'un élément nouveau. Du reste, assez surprenant. Lequel ? Que, pour des raisons morales ou autres, je me serais opposé à la construction de la bombe à hydrogène, que j'aurais influencé plusieurs de mes confrères, que par là j'aurais retardé considérablement la mise au point de la bombe H. Cette accusation ne vous paraît donc pas fondée ? Elle est injuste. Totalement injuste ? Totalement. Depuis le jour où il s'est avéré que l'Amérique n'a plus le monopole de la bombe, depuis que les deux grandes puissances de ce monde s'affrontent comme deux scorpions dans une bouteille, on veut faire croire au peuple américain que seule une trahison a pu détruire l'hégémonie des États-Unis. Monsieur Oppenheimer, je voudrais examiner en premier lieu le chapitre de vos anciennes relations. Comme document de base, nous prendrons la lettre de la Commission de l'énergie atomique dont le contenu sera consigné au procès-verbal. J'espère que la réponse du professeur Oppenheimer à la lettre de la commission sera jointe, elle aussi, au procès-verbal. D'accord, monsieur Garrison. Je voudrais faire une autre requête. Je vous en prie. Je demande que les inculpations qui furent écartées lors d'autres procédures auxquelles s'est soumis M. Oppenheimer ne soient pas systématiquement reprises. Objection. Voulez-vous motiver votre opposition, monsieur Robb ? La Commission de l'énergie atomique désire réexaminer ces accusations à la lumière d'éléments nouveaux. Nous sommes impatients de connaître ces éléments nouveaux, monsieur Robb. Par exemple, en ce qui concerne le point 3 de la lettre. De quel point s'agit-il? Le point 3 nous apprend qu'en 1938, il y a donc 16 ans, le professeur Oppenheimer a été nommé membre d'honneur du comité de direction d'une coopérative d'achat sur la côte ouest. Y a-t-il du neuf dans cette affaire ? En 1941, une réunion communiste s'est tenue au domicile du professeur Oppenheimer. Sur ce point-là, il y a des éléments nouveaux. Nous parlions du point 3, monsieur Robb. Un nouveau témoin déclare avoir eu connaissance de certains faits que le professeur nie formellement. S'agit-il du témoin Paul Crouch ? Monsieur le Président,
Pourrions-nous savoir sur quoi se fonde M. Marx pour croire qu'il s'agit de Paul Crouch? Paul Crouch s'est produit énormément comme témoin au cours de ces dernières années. Pas de procès sans Crouch. En somme, un témoin professionnel. M. Marx a-t-il eu connaissance des rapports secrets du FBI concernant le professeur Oppenheimer? Non, seul vous et M. Robb avez eu accès à ces documents. Dans une affaire pénale, les droits de la défense seraient mieux respectés. Excusez ma question, mais je suis novice en la matière. Qui est Paul Crouch, monsieur Rolander? Je n'ai jamais entendu ce nom-là. Paul Crouch est un ancien fonctionnaire communiste qui a rompu avec ses amis. Et il connaît le professeur Oppenheimer? Il connaît aussi Malenkov, mais ni Malenkov ni Oppenheimer ne semblent le connaître. Je m'en serais douté. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question sur le point 3, monsieur Robb. C'est exact. Eh bien, voici. Je fais opposition parce qu'il existe des éléments nouveaux, parce que le brevet de sécurité fait l'objet d'une nouvelle législation, et enfin, parce que j'estime que dans l'affaire de la bombe H, M. Oppenheimer s'est laissé influencer par les suspects politiques qu'il fréquentait. C'est pourquoi je réclame le droit de l'interroger à nouveau sur ses attaches avec ce milieu. Du reste, il y va de son propre intérêt. L'opposition de M. Robb est prise en considération.